c'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire, eh bien faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à tous, bienvenue pour une spéciale Bac Sciences dans la Marche des Sciences avec comme parrain de l'épreuve le président du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, Gilles Boeuf, qui n'a pas oublié ce moment spécifique. On sortait des événements de 68, c'était un peu particulier. Moi j'avais 17 ans, donc c'est vrai que on se demandait un peu comment ça se passerait, parce qu'au dernier moment on ne savait pas comment ça serait organisé. Il y avait tout un mouvement d'élan du monde universitaire, plus que lycéen d'ailleurs à l'époque. Moi j'étais dans un petit lycée de province, j'étais à Quimper, à la Pointe-Bretonne. Non, moi de toute façon j'aimais bien ce que je faisais, je n'avais pas de problème particulier, je n'ai jamais été trop stressé par ces questions d'examen là. Donc j'ai pas de mauvais souvenirs, c'était plutôt dans l'attente du bac lui-même. Puis après, je pense un peu comme tous les étudiants, lorsqu'on publie les résultats, il y a toujours le cœur qui bat et donc le ventre qui se serre un petit peu. Hein. C'était quelle section à l'époque ? D, hein, c'était le bac sciences de la nature, pour moi ça pouvait être que ça. Mais c'est vrai que c'était un baccalauréat un peu spécial par rapport aux autres. Hein. Depuis lundi, sur nos antennes dans Culture Sciences, le Bac Sciences est à l'honneur. Après les mathématiques lundi, corps humains et santé mardi, sciences de la Terre et géosciences mercredi, aujourd'hui la SVT sera notre univers de prédilection et selon que vous soyez en terminale S ou en première ES et L, 2 thèmes parmi tous ceux qui sont au programme ont attiré notre attention. Génétique et évolution et nourrir l'humanité. Une heure donc pour s'immerger dans l'épreuve, arpenter le fond et s'interroger sur la forme, donner des repères généraux et à travers 2 sujets types vous faire partager les conseils pratiques, les avis d'enseignants qui se prêtent à l'exercice aujourd'hui en direct du studio 1 de France Culture et à qui l'on doit des manuels pour mieux réviser son bac. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Manon Corbin, professeure agrégée de SVT au lycée international de Strasbourg. Elle est co-auteure du livre Réviser son bac avec le monde, édition Rue des Écoles. À ses côtés, Valérie Oliveira, professeure agrégée de SVT au lycée Geoffroy Saint-Hilaire à Étampes. Elle est co-auteure de manuels parascolaires, Les clés du bac sciences, édité chez Belin. Et puis avec nous aussi Pauline Pépin, professeure agrégée au lycée Joliot-Curie de Nanterre, co-auteure du livre Bac Objectif Mention, paru aux éditions de l'Étudiant, une émission en partenariat d'ailleurs avec le site l'étudiant.fr. SVT Objectif Bac, eh bien c'est l'émission d'aujourd'hui émaillée d'extraits de l'interview menée par Catherine Decopé auprès du président du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, Gilles Boeuf. Je me rappelle les programmes, la 6e on faisait les vertébrés, la 5e on faisait les invertébrés, un peu de plantes, la 4e c'était la géologie, un peu de physiologie en 3e, etc. etc. Et le programme du bac, donc du bac D, qui était le bac de sciences de la nature, on faisait la vision, par exemple. Donc, on voyait beaucoup de dioptries. On faisait le cœur sur le tissu nodal. On y passait des semaines. On faisait une hormone ou 2. Par exemple, on travaillait sur les hormones de la reproduction, qu'on appelle les gonadotropes, hein, qui sont produites par l'hypophyse. Et sans dire qu'il y avait d'autres hormones tout aussi importantes. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous. Pas toujours facile de s'y retrouver entre les épreuves de chaque classe. D'ailleurs, quand j'ai plongé dans les documents, dans les préparations, les clés du bac et autres manuels, je me suis rendu compte que c'était bien plus complexe qu'à mon époque également. Et donc, si on regarde juste le programme, par exemple, des terminales S, en SVT, on parle de génétique et évolution, les végétaux et leur environnement, le domaine continental et sa dynamique, enjeux planétaires contemporains, le maintien de l'intégrité de l'organisme, neurones et fibres musculaires, la communication nerveuse, énergie et cellules vivantes. Autre thème, atmosphère, hydrosphère, climat, du passé à l'avenir, et puis glycémie et diabète. C'est un programme colossal. Et premier thème donc que nous avons choisi ensemble, c'est génétique et évolution. Valérie Oliveira, peut-être quelques précisions par rapport à ces épreuves quand même spécifiques. Alors pour les S, puisque ça va nous occuper dans cette première demi-heure. Bonjour, alors c'est une épreuve qui se déroule sur 3h30. Les élèves auront à traiter 3 sujets différents qui portent souvent sur des thèmes différents, pas forcément.
Le premier correspond à une restitution, une question de synthèse qui porte sur 8 points. C'est ce qu'on abordera sur le sujet qu'on va traiter. Un deuxième exercice sur 3 points qui est une analyse d'un document pour répondre à un problème posé. Et puis un dernier exercice qui porte sur 5 points, qui est différent entre ceux qui auront fait la spécialité SVT, donc qui portera sur le programme de spécialité, et ceux qui n'auront pas fait la spécialité SVT, qui portera sur le programme du tronc commun. C'est encore ici une analyse de plusieurs documents pour répondre à un problème posé. Et alors, combien de temps ont-ils, ces lycéens, pour répondre à tout ça ? 3h30, avec à peu près 1h30 à passer sur le premier sujet, 3/4 d'heure sur le deuxième, et puis 1h15 à peu près sur le troisième. Bon, donc il faut être bien organisé, et non seulement sur le fond, mais aussi sur la forme. Hein. Oui. On va en prendre conscience aujourd'hui. Alors, avant d'aborder notre premier thème, génétique et évolution, je me tourne à nouveau vers Gilles Boeuf sur ce sujet porteur d'enjeux. En fait, on a révolutionné la biologie à la fin du XXe siècle par la biologie moléculaire, qui a tout son sens et son intérêt. Mais je dis souvent à mes étudiants, c'est un outil de travail, hein, c'est comme l'anglais, c'est pas un but en soi, en fait. Simplement, ça permet de travailler mieux, d'aller plus vite. Et ça, on l'a beaucoup utilisé, effectivement, en génétique et en évolution. Vous avez d'énormes pans du vivant qui ne sont pas aujourd'hui... on peut les observer, mais on ne peut pas les classer, on ne peut pas les étudier sans les outils génétiques. Une bactérie, elle n'a pas une couleur, elle n'a pas une forme, elle a un peu de biochimie, par exemple. Or, on sait qu'on est d'abord une planète bactérie. Hein. Je rappelle souvent qu'un corps humain, c'est beaucoup plus de bactéries que de cellules humaines, bien sûr. Donc, cette génétique, on a envie de comprendre des choses, de faire des progrès. Maintenant, on passe à l'épigénétique, on se rend compte que ce n'est pas tout. Et donc, ça qui est assez joli, c'est de voir que ces gènes s'expriment, hein, comme disent mes petites filles, justement. Les éléphants font des éléphants et les girafes font des girafes. Elles ont tout à fait raison. Mais n'empêche qu'au sein des éléphants et des girafes, ces gènes qui font qu'on est un éléphant ou une girafe s'expriment différemment selon des variations de l'environnement, y compris des aspects de nutrition qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on mange, on est le reflet de ce qu'on mange, et ce qu'on mange influe terriblement. On sait maintenant que ce que mange une maman, l'environnement dans lequel baigne une maman, aura des influences sur un bébé plus tard. Hein. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'on a découvert grâce à la génétique aussi qu'une maman qui a eu un bébé au moins une fois garde à vie des cellules de son bébé qui continuent à se diviser en elle. C'est toute la partie magique du système. Donc la génétique a été une approche extrêmement fructueuse de la connaissance du vivant. C'est pas tout. Et l'épigénétique, justement, actuellement, nous apporte beaucoup d'éclairage sur ces interférences entre les gènes d'un côté et les influences de l'environnement de l'autre. Alors voilà, on prend conscience que ce seul thème, déjà génétique et évolution, est un thème assez énorme. Hein. Pauline Pépin, peut-être les grandes lignes de force de génétique et évolution, quand j'ouvre les clés du bac, par exemple, je vois en matière de cours, hein, le brassage génétique, l'évolution de la biodiversité, un regard sur l'évolution de l'homme. C'est un chapitre qui est très lourd, qui prend une bonne partie de l'année, où on a effectivement beaucoup d'aspects différents qui sont évoqués. Que ce soit en termes de génétique pure, classique, plutôt de calcul de probabilité, ou de l'application en termes d'utilisation d'outils génétiques pour classer les espèces appartenant au genre Homo. Effectivement, c'est un thème qui est très lourd et dans lequel on peut envisager beaucoup de sujets différents. Alors, comme sujet choisi par toutes les trois aujourd'hui, Manon Corbin, je vous laisse donner l'intitulé et puis on y va, j'allais dire on s'y colle. Hein. On s'y colle. Alors, sujet proposé. Chez les angiospermes, ça commence mal, un terme qu'on ne connaît pas, c'est les plantes à fleurs. L'organisation et le fonctionnement de la fleur sont le résultat de l'évolution. Montrer comment l'organisation et le fonctionnement de la fleur permettent d'assurer la reproduction sexuée et l'extension de la répartition géographique des espèces malgré les contraintes de la vie fixée. Donc voilà, on peut peut-être le répéter une deuxième fois pour bien l'avoir en tête. Allons-y. Donc chez les plantes à fleurs, oui. L'organisation et le fonctionnement de la fleur sont le résultat de l'évolution. Montrer comment l'organisation et le fonctionnement de la fleur permettent d'assurer la reproduction sexuée et l'extension de la répartition géographique des espèces malgré les contraintes de la vie fixée. Alors à partir de là, on est un lycéen, on est face à sa copie, qu'est-ce qu'on fait ? On panique un peu. On panique. Non, il n'y a pas de raison de paniquer. Pauline Pépin. Il faut respirer, première chose, et puis prendre le temps de faire un brouillon qui soit assez synthétique, où on commencerait d'abord par bien lire le sujet comme on vient de le faire au moins 2 fois, surligner les mots importants, et traduire effectivement dans un langage plus lycéen des mots qui pourraient être compliqués comme les angiospermes,
c'est les plantes qui fabriquent des fleurs. Regarder quelles sont les différentes parties qu'on pourrait envisager. Ici, le sujet se divise clairement en 2 parties, avec d'un côté les systèmes qui permettent la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, et de l'autre côté, tout ce qui va être mécanisme d'extension, donc de colonisation de leur milieu. Donc déjà, dans l'intitulé du sujet, on a 2 grandes parties qui se détachent. Tout à fait. Effectivement, on voit il y a un « et » qui sépare bien et qui guide plus ou moins l'étudiant vers un sujet en 2 parties. Et ensuite, moi, je conseillerais de faire un brouillon sur lesquels on aurait 2 colonnes avec ces 2 parties, de jeter des mots-clés sur les connaissances qui viennent à l'esprit au moment où on parle de reproduction sexuée pour les plantes et pour l'extension géographique. Et ensuite, une fois qu'on pense avoir mis plus ou moins tous ces mots, de les regrouper pour faire des idées, des paragraphes, et surtout pour éliminer tous ceux qui seraient à la limite du sujet, voire vraiment hors sujet, qui feraient perdre du temps. Le hors sujet n'est pas particulièrement pénalisé en termes de points, mais ça fait perdre du temps, donc forcément ça va entraîner une pénalité. Alors allons-y peut-être, avant d'aller plus loin, sur les mots-clés. D'emblée, quels sont les mots-clés qu'il faut mettre sur ce brouillon ? Moi, au lieu de commencer par les mots-clés, je crois qu'en tant qu'élève, je commencerai par me refaire un petit schéma de la fleur. D'accord. Parce que finalement, au lieu de mettre les termes, ce serait très parlant et l'élève pourrait placer ça au centre de son brouillon et faire rayonner à partir de son petit schéma toutes les idées qui lui viennent à partir du schéma des pétales, des sépales, des étamines, du pistil. Donc en fait, les mots-clés, ce seraient déjà toutes les parties de la fleur. Donc tout ce qui compose la fleur. Et dans ce genre de composition, est-ce que justement l'élève peut utiliser lui-même des tableaux, des dessins ? Est-ce qu'on lui permet ça ? Moi, 1000 fois oui. Enfin, je pense que mes collègues seront d'accord. Et les élèves ont une grande réticence à le faire parce que dans d'autres matières, c'est assez réglementé et mal vu. Nous, on a le droit aux couleurs, aux tableaux, aux schémas, aux dessins, aux petits paragraphes, tout ce qui va faciliter le travail du correcteur lui fera plaisir et lui donnera envie de mettre des points. Et puis ce sont des outils de communication scientifique aussi. Oui, donc il faut qu'ils apprennent à les utiliser. Puis concrètement, ils peuvent se munir d'un stabilo et relire plusieurs fois la question, y compris en plein milieu de leur rédaction, pour voir s'ils ne se sont pas égarés au cours de leur rédaction. Alors maintenant, Manon Corbin. Parce que il faut qu'ils se munissent d'un certain matériel, c'est vrai. Et avoir plusieurs surligneurs, des crayons de couleur, des feutres. Pour les SVT, c'est vraiment fondamental. D'accord. Alors, définition mots-clés quand même, parce que là aussi, c'est très important de mettre ça noir sur blanc. Ça guide tout le reste de cette rédaction. D'emblée, qu'est-ce qu'on peut dire ? Plante, déjà, dissémination, pollinisation, voilà. Quels sont les mots-clés coévolution ? Pauline Pépin. Effectivement, pollinisation avec les différentes pollinisations qui ont été vues, que ce soit par le vent, donc anémophilie, ou par les insectes qui seraient de l'entomophilie. Ensuite, les différentes parties de la plante, de la fleur, sont effectivement des mots indispensables, et notamment le pollen, les étamines, le pistil, les ovaires, etc. Et un schéma de la fleur, effectivement, serait vraiment le bienvenu sur la copie. Ça paraît tout ce qui est au cœur de cette reproduction nécessaire, en tout cas. D'accord. Après, pas vraiment forcément dans les mots-clés, mais en tout cas, mettre dans le brouillon, pour moi, au moins un exemple de pollinisation avec des insectes, un exemple précis, et pour la deuxième partie, un exemple précis avec une dissémination des graines par un animal. Et là, on pourrait effectivement parler un petit peu de coévolution avec quelques notions. La coévolution, je pense qu'elle est un peu attendue dans ce sujet. Alors, est-ce qu'on peut la définir d'emblée ? La coévolution, c'est une évolution parallèle entre 2 espèces. Ça peut être soit l'une contre l'autre, comme une coévolution entre une bactérie ou un virus et l'organisme hôte, où là, il va y avoir... on va essayer de détruire l'autre. Donc, il y a une coévolution dans le temps. Le virus s'adapte à l'organisme et l'organisme s'adapte au virus. Ou alors, dans ce cas-là, ce sont des coévolutions plutôt positives où l'insecte va s'adapter pour permettre de polliniser la plante, et la plante s'adapte pour donner envie à l'insecte de venir le polliniser, donc en lui fournissant de la nourriture, en l'attirant, etc. Oui, c'est par exemple des fleurs très très profondes. On va se rendre compte que les insectes qui vont les polliniser ont un bec ou très long, enfin une longue trompe, comme on dit, voilà. Et c'est à partir de là que on peut lier cette coévolution entre 2 espèces, soit plantes et insectes, de la même façon. Oui, Manon Corbin. Si je peux me permettre juste une petite précision. Il y a un mot-clé aussi là-dedans qui est un peu implicite, c'est la sélection naturelle.
C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tendance, nous, dans le langage courant, à s'exprimer d'une certaine manière, mais il ne faudrait pas que les élèves s'imaginent que les papillons, par exemple, qui vont polliniser des fleurs qui ont du nectar très profond, s'adaptent par eux-mêmes, ont la volonté de s'adapter. C'est quelque chose qui a été sélectionné au cours des générations par la sélection naturelle. Et donc, en fait, la sélection naturelle s'exerce à la fois sur les deux espèces qui, d'une certaine manière, coopèrent chacune pour leur survie. Valérie Oliveira, un autre mot-clé avant qu'on attaque justement la rédaction peut-être de cette... On peut raccrocher les élèves à une des parties de leur programme qui est la vie fixée. La vie fixée. Donc, la vie fixée des plantes, donc, puisque ça fait partie des termes du sujet auxquels ils vont devoir s'atteler. D'accord, et donc par vie fixée, qu'est-ce qu'on entend par opposition aux animaux, la plante ne peut pas se déplacer et donc elle est fixée et il va falloir qu'elle résolve cette contrainte pour sa reproduction. Voilà. D'accord. Et puis de manière générale aussi, on peut donner un conseil, c'est effectivement de donner toujours des exemples ou quand c'est des documents, des valeurs chiffrées. Alors, je rappelle le sujet et puis on essaye de mettre ça noir sur blanc, si vous voulez, maintenant qu'on a fait le brouillon à peu près. Donc, chez les angiospermes, donc les plantes à fleurs, l'organisation et le fonctionnement de la fleur sont le résultat de l'évolution. Montrer comment l'organisation et le fonctionnement de la fleur permettent d'assurer la reproduction sexuée et l'extension de la répartition géographique des espèces. Maintenant, Corbin. Et ça se termine par « malgré les contraintes de la vie fixée ». Malgré les contraintes de la vie fixée, vous avez raison. Et c'est justement, moi je partirais sur la fin de ce sujet pour bâtir mon introduction, puisque c'est ce qui va permettre de poser la problématique. Les contraintes de la vie fixée, c'est dans le cadre là de la reproduction. Finalement, chez les animaux, on a un mâle, une femelle, ils vont essayer tant bien que mal de se trouver, de se plaire et de se reproduire. Les plantes, elles, sont coincées, elles sont fixées au sol par leurs racines, elles ne peuvent pas se déplacer. Donc finalement, ce sont leurs cellules reproductrices, et en particulier celles qui sont mâles, qui vont se déplacer. Donc ça, c'est la contrainte pour l'introduction, c'est la vie fixée. On doit bien faire se rencontrer les partenaires d'une certaine manière, mais c'est via leurs gamètes. Ensuite, on aurait, donc si on fait la structure générale du devoir, il faudra forcément commencer par rappeler l'organisation d'une fleur avec un schéma, comme on l'a dit tout à l'heure, pour placer les différents éléments de vocabulaire, se rappeler toutes les parties utiles. Et ensuite, on s'organisera en fait en deux parties. Les parties sont quasiment toujours suggérées par le sujet, comme on l'a dit. Donc la reproduction sexuée, comment en fait ces gamètes vont pouvoir se rencontrer. Alors une fleur, ça porte des parties mâles et des parties femelles en général, pas toujours. Mais finalement... il n'y a pas autoreproduction en tout cas. Voilà, ça peut arriver. Il peut y avoir de l'autofécondation, mais ce n'est pas très avantageux pour la vie parce que ça réduit la diversité. Donc en fait, il y a plein de stratégies et de mécanismes que les élèves n'ont pas du tout à connaître, mais qui empêchent cette autofécondation. Donc, il y a ce qu'on appelle une fécondation croisée, c'est-à-dire que chaque plante va fabriquer des gamètes mâles qui vont du coup aller féconder d'autres fleurs et recevoir du pollen d'autres fleurs pour faire sa propre fécondation. Et donc voilà, ce serait cette première partie qui expliquerait comment ça fonctionne, donc comment le pollen va être transporté, soit par le vent, soit par les animaux, et donc quelles sont les adaptations de ce pollen qui permettent ces différents modes de transport. Et puis, une fois qu'il y a eu fécondation, la fleur va se transformer en fruit, ou plutôt la partie femelle de la fleur va se transformer en fruit. Et donc ça peut permettre d'assurer la transition entre la première partie et la deuxième partie, puisqu'ensuite ce fruit contient une ou plusieurs graines qui contiennent elles-mêmes des futures plantes. Si elles restent sur place, la plante va rester sur place, mais ça peut être intéressant que ces fruits et ces graines puissent être disséminées dans l'environnement pour que la plante puisse étendre sa répartition géographique. Valérie Oliveira, alors à ce stade-là de la dissertation. Je pense que c'est dans cette partie qu'on doit retrouver les schémas dont on parlait, sur la structure de la fleur avec l'identification des parties mâles, des parties femelles, où sont produits les grains de pollen, où vont-ils arriver au niveau du pistil, montrer qu'il y a cette fécondation croisée. Donc ça, sur la première partie. Et puis après, effectivement, les autres schémas arriveront sur la pollinisation. Mais la structure de la fleur, c'est effectivement incontournable. Pauline Pépin.
Toujours dans ce sujet, il y a également un deuxième schéma qui est vraiment indispensable, c'est la transformation, un schéma qu'on appelle, je pense pour la plupart d'entre nous, de la fleur au fruit, où là, ça pose effectivement le début de la deuxième partie, où l'élève montre, où ce schéma montre comment les différentes parties de la fleur, après pollinisation, vont se transformer en graines d'une part pour les ovules et en fruits pour la partie ovaire. Et ensuite, une fois qu'on a posé donc la généralité de la transformation, on va passer effectivement à des exemples de dissémination. Là encore, on retrouve des disséminations par le vent et des disséminations de différents types par les animaux. Et donc là, on peut encore évoquer effectivement la coévolution entre les animaux et les plantes pour... Donc là, effectivement, la sélection naturelle a sélectionné des plantes qui étaient adaptées à certains animaux et des animaux adaptés à la plante. Et en miroir, les deux avancent et évoluent pour faciliter finalement la vie de l'autre. Mais alors, parmi les animaux, il n'y a pas que les pollinisateurs qui jouent ce rôle-là, parce que le pollen peut être transporté par d'autres animaux. Ça, on y pense moins. Pas que les insectes. Et pas que les insectes, oui. Manon Corbin. Oui, parce qu'en fait, les élèves vont avoir tendance à prendre toujours les mêmes exemples. Alors, on peut oui, être un peu original. Les abeilles. Alors, pour ceux qui auront écouté France Culture, une pollinisation qui est intéressante, c'est celle du baobab. Donc en Afrique. Alors allons-y, parce qu'il faut peut-être effectivement dans cet exercice de dissertation y aller aussi des exemples. Donc on a compris qu'il ne fallait pas hésiter à faire des schémas, mais en même temps sur le type de pollinisation possible, ne pas hésiter à raconter des histoires aussi. C'est ça, et en fait il n'y a pas du tout, on n'attend pas un exemple particulier, il y a une multitude d'exemples, et l'objectif c'est pas du tout de faire un catalogue. Ça peut être le danger que les élèves doivent éviter, d'essayer de caser. Un ou deux exemples, en tout cas, d'accord. Un ou deux exemples pertinents sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour dégager les principes généraux, parce qu'en terminale, c'est ce qu'on leur demande et pas plus. Ils ne sont pas à l'université. D'accord. Donc, un ou deux exemples. Et par exemple, un exemple original, c'est l'exemple du baobab, qui a des grandes fleurs qui finalement ne peuvent être pollinisées que la nuit. Donc, ce ne sont pas les insectes qui s'en occupent, mais des chauves-souris. Et ces chauves-souris, en fait, pollinisent donc la fleur du baobab la nuit et se nourrissent du nectar qui est offert par ces fleurs. Donc des fleurs qui, du coup, sont de grande taille et assez solides pour pouvoir supporter une chauve-souris. Donc, en fait, selon le pollinisateur de chaque fleur, ces fleurs vont avoir des aspects différents. Donc celles qui sont pollinisées par les insectes vont avoir des couleurs très vives, des larges pétales, colorés ou blancs, mais visibles en tout cas par les insectes qui n'ont pas la même vision que nous. Ceux effectivement qui ont du nectar, ce nectar va être profond. Comme ça, les papillons vont venir le chercher et du coup se faire avoir en passant, parce que du pollen va se déposer sur leur tête, et quand ils vont aller à la prochaine fleur, ils vont faire leur travail de pollinisateur en déposant involontairement ce pollen sur le pistil de l'autre fleur. Et sinon, donc le vent et l'eau, on n'a pas parlé de l'eau, mais qui joue un rôle aussi, Valérie Oliveira. Je me tourne vers vous. Oui, l'eau est aussi un vecteur. Effectivement, il y a des adaptations aussi bien au niveau du pollen qu'on l'a vu après pour la partie graines, pour être transporté par l'eau. Il y a disons que l'étude de ces différentes stratégies permet de mettre en évidence, comme dans le sujet, il y a quand même écrit comment l'organisation et le fonctionnement de la fleur, on peut faire ce parallèle sur la structure de la fleur et la pollinisation, ou la structure de la fleur et la dissémination des graines. Manon parlait tout à l'heure de la couleur des fleurs, effectivement, visible de loin. Il va y avoir aussi du mimétisme au niveau des formes. On connaît les orchidées comme exemple le plus courant, qui va mimer le partenaire sexuel du pollinisateur. Il peut y avoir des odeurs aussi, soit des odeurs agréables, soit les fleurs peuvent mimer des phéromones, par exemple. Soit elles peuvent mimer, par exemple, pour attirer les mouches, l'odeur putride, pour que les mouches viennent jusqu'à la fleur et emmènent le pollen avec elles. Elles peuvent, avec le nectar, avoir ce rôle de nutrition. Et donc, à chaque fois, la forme est adaptée à ce type de pollinisation. Donc, il y a des stratégies qui vont caractériser la pollinisation. Et de la même façon pour la dissémination des graines, avec les ballonnets, par exemple, pour les pollens de pin qui vont être transportés par le vent, avec des petits flotteurs pour pouvoir
voguer sur l'eau, on va dire. Voilà. Oui. Toutes ces astuces finalement que l'on retrouve dans la nature. Je vais me tourner tout de suite à nouveau vers Gilles Boeuf. On va l'écouter justement sur son regard sur ce programme de SVT. Cette continuité du monde vivant, cette relation depuis le premier virus ou la cyanobactérie ancestrale jusqu'à des vertébrés organisés, les élèves ont des bribes d'informations qu'ils ont beaucoup de mal à relier les unes avec les autres. Et mon reproche le plus fort aujourd'hui, c'est dans les questions qu'on se pose actuellement sur la biodiversité, par exemple, le climat, c'est extrêmement transversal. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de dialogue entre le prof de chimie, la prof de mathématiques, le prof d'anglais, le prof de SVT. Il faut expliquer aux enfants que tout est lié. Expliquer à un gamin qui adore les mathématiques, qui doit aussi bien apprendre l'anglais, c'est important. S'il n'apprend pas l'anglais, il ne pourra pas communiquer avec ses collègues argentins ou chinois demain. Et oui, Gilles Boeuf disait que finalement le reproche un petit peu qu'il faisait, c'est toute cette continuité du monde vivant, mais tout est lié et qu'il aimerait bien voir finalement cette matière SVT un peu plus liée ou à l'histoire géo ou à d'autres disciplines que l'on enseigne. C'est un ressenti ça pour vous en tant qu'enseignante? Tout à fait, mais nous je crois qu'on le ressent très très bien qu'on est lié à toutes les autres matières. Et on est généralement en tant que prof de SVT assez motivé pour collaborer avec les autres et on fait beaucoup d'interdisciplinarité. La transversalité finalement, c'est ça Pauline Pépin. La transversalité au niveau de certaines notions, c'est vrai que l'histoire géo reste peut-être l'ensemble de matières le plus proche du nôtre pour beaucoup de thèmes, mais également en termes de méthode, nous on essaie de travailler avec nos collègues d'histoire pour trouver les points communs. Là par exemple on parle de la dissertation, il y a beaucoup de choses qui sont attendues à la fois en histoire, dans une dissertation d'histoire que dans une dissertation... nous on appelle ça un exercice de synthèse, mais finalement c'est une dissertation avec des parties, avec des éléments, des liants, des mots qui permettent de faire le lien entre les parties, avec une démonstration. La même chose en histoire est attendue, une démonstration à partir d'arguments, que ce soit historiques ou scientifiques. Donc c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de liens avec la plupart des matières et peut-être à plus forte raison avec l'histoire-géographie. Et puis déjà au cœur de cette matière SVT, il faut aussi pour les élèves parvenir à faire le lien entre tel chapitre et tel autre chapitre, parce que c'est vrai que là, ce chapitre génétique et évolution, en soi, il n'est pas isolé. Et donc faire le lien comme ça, coordonner ses idées, ça aussi c'est important quand même dans la démarche, la dissertation. Il ne s'agit pas juste de recracher un cours, comme on dit, mais il faut quand même argumenter, raisonner, montrer que les connaissances, elles sont aussi connectées à ce qu'on sait du monde, de la vie de l'extérieur. C'est vraiment créer ce lien-là. Manon Cormin ? Tout à fait. Non, en fait, le programme, dans la partie génétique et évolution, peut donner l'impression qu'on fait justement un catalogue et une liste d'exemples. Et on ne traite pas tous les mêmes, en fait, dans nos cours. Et vraiment, les élèves doivent comprendre que c'est une façon d'avoir un aperçu de la diversité de ce qui a été mis en place au niveau de la vie au cours de l'évolution et de pouvoir piocher dans ces exemples et de faire des connexions. Exactement. Donc c'est vrai que cette partie-là sur la reproduction des fleurs, elle est complètement liée à la partie sur la génétique et le brassage génétique, puisque si les plantes n'ont pas intérêt à s'autoféconder, c'est justement parce qu'il faut qu'il y ait du brassage génétique pour maintenir une diversité, que les plantes du coup peuvent s'hybrider, etc. Et quand on parle d'hybridation, on a aussi une partie un peu plus tard dans le programme où on parle de comment l'homme du coup a exploité les plantes pour se nourrir. Et à domestiquer les plantes au cours du temps et comment elles ont elles-mêmes évolué sous notre influence. Et nous avons aussi évolué sous leur influence d'ailleurs. Et que tout est lié, on va le voir aussi tout à l'heure avec notre deuxième sujet. Valérie Oliveira, peut-être on n'a pas complètement achevé notre exercice quand même dans cette première partie. Donc qu'est-ce qui manque encore ? Et puis après on pourra évoquer l'exercice de la conclusion qui n'est pas bénin. Il ne faut surtout pas le bâcler celui-là. Allez-y. Alors, ce qu'il faut quand même préciser aux élèves avant de dire ce qu'on n'a pas abordé, c'est qu'il y a un point fondamental. Dans leur notation, c'est un barème à curseur. Et la première entrée, c'est la démarche. Donc, il faut absolument qu'ils soignent leur démarche, qu'ils montrent au cours de cet exercice que leurs idées sont liées, qu'elles sont construites, et qu'ils fassent des transitions, qu'ils passent des lignes à chaque fois qu'ils changent d'idée. Pour montrer quelque chose de fluide et montrer le fil de leur idée et que c'est pas justement un catalogue d'informations piochées à droite à gauche qui montre que
leurs connaissances ne sont pas compartimentées, y compris dans les différentes matières. Alors sur ce terrain des méthodes, je me tourne tout de suite vers vous, Pauline Pépin, parce que je rappelle que quand même sur le site l'étudiant.fr, on peut retrouver tous les conseils que vous donnez. Il y en a beaucoup et donc ça, et des choses à retenir. Donc là, vous vouliez compléter quelque chose. Oui, je voulais appuyer effectivement le propos de ma collègue. C'est vrai que aujourd'hui, on n'a plus un barème précis par point, on a vraiment un barème par curseur et le ressenti qu'on va avoir à la fin du sujet en tant que correcteur, s'il est écrit de façon lisible, ça s'entend, mais surtout de façon fluide, où il y a une bonne transition, où on n'a pas l'impression de chercher les idées, d'essayer de décrypter ce que raconte l'élève, même si les connaissances sont là. La façon dont c'est rédigé, et comme disait ma collègue, c'est vraiment important, et le ressenti va pousser le curseur plutôt vers les bonnes notes. Et effectivement, un sujet qui va être même plein de connaissances, mais difficile à lire, où on ne voit pas vraiment où l'élève va en venir, tout de suite, on va être dans des démarches qui sont maladroites, donc plutôt des cases vers 3, 4 sur 8. Donc voilà, il faut vraiment soigner effectivement la rédaction, ça c'est important. Et soigner aussi l'orthographe des mots scientifiques, parce que je crois que ça agace les correcteurs quand les mots scientifiques sont mal écrits. Il y en a beaucoup quand même dans ces discipines. Énormément. C'est un gros problème. Et en plus, en général, chaque notion peut être, ou chaque structure peut être désignée par plusieurs mots différents. On a un gros problème de ce côté-là en SVT. Et c'est pas de notre faute. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'il faut donner des titres aux chapitres ? Parce que là, il peut y avoir deux versions. Qu'est-ce que vous en pensez les unes les autres ? Valérie Oliveira. À mon avis, oui, parce que ça permet de structurer la pensée. Ça permet de montrer aussi au correcteur quel est le fil conducteur qu'on a choisi. Donc de mettre en relief la démarche. Et si on continue dans les conseils, il y a quelque chose qui est quand même, à mon avis, très très important. On leur demande de faire des schémas. C'est que ces schémas doivent absolument être titrés, légendés correctement, soignés, avec des couleurs, grands, lisibles. Et un schéma à lui-même en lui-même, ça doit être suffisant, avec ses légendes bien sûr. Oui. Mais on doit comprendre de quoi il s'agit. Et trop souvent, on trouve des schémas approximatifs, qui n'apportent rien parce qu'il n'y a pas les légendes, parce que voilà, ou ils sont tout petits sur trop petits, illisibles, pas de titre, voilà. Donc je pense que ça c'est un conseil quand même important pour les élèves, c'est de soigner cette présentation aussi. Bien sûr, et l'écriture de manière générale, et voilà, le soin quoi qu'il arrive, parce que les correcteurs peuvent être agacés au bout de quelques dizaines de copies aussi. Alors, un peu plus. Donc, Valérie Oliveira, vous vouliez ajouter en tout cas par rapport au déroulement, au développement que l'on a proposé pour répondre au sujet de la première partie. On a fait quand même globalement le tour de ce qu'il y avait à dire. On peut rajouter encore un exemple, mais encore une fois, il ne faut pas faire un catalogue. Non. Donc ce ne sont que des exemples qu'on donne. On n'a pas parlé, par exemple, de la dissémination par les animaux qui vont manger les graines et le passage obligatoire de ces graines dans le tube digestif pour pouvoir germer. D'accord. Voilà, ça c'est encore un autre exemple. Parce que c'est un autre moyen pour transporter ces graines ailleurs et donc pour les disséminer sur d'autres territoires géographiques. Et donc coloniser d'autres territoires, effectivement. Manon Corbin. Alors, oui, mais c'est assez génial parce que les plantes utilisent les animaux comme moyen de transport. Donc soit dessus, soit dedans. Donc soit ça s'accroche à leurs poils, et alors du coup, sans s'en rendre compte, ils vont faire des kilomètres et ils vont transporter le fruit ou la graine, soit en mangeant un fruit, donc pour se faire plaisir à eux, ou du moins pour leur alimentation, ils ne se rendent pas compte qu'avec, ils ont avalé la graine et qu'elle ressortira presque intacte, mais prête à germer, mais plus loin. Alors, conclusion de ce sujet. Valérie Oliveira. Ok. Dans la conclusion, il va falloir, alors de manière générale, une conclusion doit toujours répondre à la problématique. Autant l'introduction la pose, autant la conclusion doit y répondre. Absolument. Et puis, on peut faire une ouverture sur un autre sujet. Donc, ici, bien montrer que la vie fixée des plantes leur impose des stratégies différentes de celles des animaux pour pouvoir coloniser les milieux. Et donc, la fleur, qui est un organe reproducteur, avec ces deux... la partie mâle, la partie femelle, il va falloir qu'elles se rencontrent. Et donc, ils utilisent des stratégies différentes de pollinisation, de dissémination des graines pour pouvoir assurer la diversité génétique nécessaire à leur survie. Et puis après, on peut faire une ouverture, soit sur la reproduction asexuée, par exemple, qui permet aussi la colonisation des milieux, soit sur l'organisation de la plante en elle-même dont on a parlé et qui est dirigée par des gènes du développement.
Manon et Corbin, qui fait partie de leur programme. toujours ouvrir quand même sur Moi, autre j'ai chose. deux petites idées, justement. Pour que l'élève montre un petit peu sa culture, son lien avec le monde et les connexions avec les autres parties, on pourrait parler du fait que la disparition des abeilles poserait un gros problème au niveau de la pollinisation. Donc là, on va peut-être pas détailler, mais je pense que les élèves en ont entendu largement parler dans les médias. Un autre exemple qui est lié à une autre partie du programme, c'est pour montrer cette association vraiment étroite entre la plante et son pollinisateur. L'exemple de la vanille, qui est en fait une plante qui a été importée du Mexique et qui est pollinisée par une petite abeille qui s'appelle la mélipone. Et on a importé donc cette vanille, on le sait, à Madagascar, par exemple. Et il faut savoir qu'elle n'est pas pollinisée pas naturellement, puisque ces abeilles n'existent pas à Madagascar. Et donc ce sont les humains qui sont obligés de venir avec des petits pinceaux, chercher le pollen et aller polliniser chaque fleur à la main. C'est pour ça que la vanille est un produit de luxe. Et comme en Chine d'ailleurs, je crois qu'en Chine, il y a beaucoup de pollinisation pratiquée par les hommes et les femmes, enfin les humains en tout cas aujourd'hui. Pauline Pépin, pour cette conclusion. Ouais, effectivement, moi je trouve que l'idée de Manon de finir sur quelque chose d'actualité, ça revient sur le fait qu'on va laisser un bon sentiment, le correcteur va finir la copie en disant bon, mais c'est un sujet qui l'a quand même un peu intéressé. Voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent faire la différence entre un 7 et un 8 sur le barème, par exemple. Sur 8. Oui, sur 8, sur le premier exercice, bien sûr. Oui. Effectivement, je pense que soigner sa rédaction en plus de ses connaissances, la lisibilité, il y a des choses, souligner les mots-clés, les écrire correctement, ça me paraît évident. Faciliter le travail du correcteur, savoir qu'un correcteur a entre 60 et 80 copies, que ça prend une semaine, plus d'une semaine, et que qu'on soit au début, à la fin ou au milieu du paquet, de toute façon, on est fatigué et on n'est pas toujours très objectif. Oui, dans de bonnes dispositions. Voilà, et avoir une copie bien rédigée, avec les mots-clés soulignés, qui est fluide, qui est facile à lire. Une copie qu'on arrive, ce type de sujet, si on arrive à le lire en 10 minutes, un quart d'heure, c'est que c'est bien rédigé. S'il faut 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, parce qu'il faut relire, parce que les mots sont mal écrits, parce que les connecteurs sont pas forcément en place, tout de suite, on va pas mettre des notes qui soient forcément dans la dernière partie, les points maximum. Donc voilà, faciliter la vie du correcteur, c'est toujours une bonne idée. Valérie Oliveira. Et puis sinon, on peut aussi encourager les élèves à aller voir, par exemple, le dernier sujet de Pondichéry sur le dodo, qui est un peu dans la même idée et surtout qui correspond à ce qu'on attend actuellement et qui sur la construction des sciences, en fait, avec des controverses et des discussions, et de plus en plus de sujets demandent ce genre d'exercice aux élèves. Allez, ce sera la fin de ce sujet, de cette première partie qu'on aura abordée ensemble. Et justement, avant d'aborder le deuxième, à nouveau, Gilles Boeuf, un petit conseil de sa part. Donc, le conseil, c'est éviter au maximum de trop se stresser, travailler, bien entendu, et puis avoir un petit peu envie de passer par ces épreuves-là aussi. Elles sont toujours utiles un jour, on y repense toujours avec nostalgie plus tard. Ils m'ont dit passe ton bac d'abord. Ils me l'ont dit très fort. J'avais envie de faire de la musique avec mes copains, on se marrait. Ils m'ont prévenu si tu le rates. Ils m'ont dit passe ton bac encore. Ils me l'ont dit plus fort. J'étais carrément démotivé, tous mes copains s'étaient barrés. Ils m'ont prévenu si tu le loupé. Ils m'ont dit passe ton bac ou dehors. Ils me l'ont dit tellement fort. J'ai bossé comme un gros taré, le jour venu j'ai paniqué. Ils m'ont prévenu si tu le foires. Va foirer. Ils m'ont dit passe ton bac ou t'es mort. Ils me l'ont dit trop fort. Ça m'a pété les deux tympans, j'entendais rien encore tout le temps. Ils m'ont prévenu si tu te trompes. Je me suis trompé. Passe ton baccalauréat. Passe ton baccalauréat. Pour ta maman et ton papa, passe ton baccalauréat. Passe ton bac, Riggles, suite de la Marche des Sciences sur France Culture en partenariat avec l'étudiant.fr et en compagnie de nos 3 professeurs de SVT, présente à mes côtés aujourd'hui pour vous aider à mieux passer le bac sciences. Manon Corbin, professeure agrégée de SVT au lycée international de Strasbourg. Je rappelle que vous êtes co-auteur du livre Réviser son bac avec le monde, un livre édité par Rue des Écoles. Valérie Oliveira, professeure agrégée de SVT au lycée Geoffroy Saint-Hilaire à Étampes.
Et vous avez vous-même commis quelques manuels comme ça parascolaires. Les clés du bac sciences édité chez Belin. Et Pauline Pépin, professeure agrégée au lycée Joliot-Curie de Nanterre et co-auteur du livre, je ne l'ai plus sous les yeux, vous allez me le redire, Objectif mention, SVT Objectif mention, voilà, paru aux éditions de l'Étudiant. Alors l'émission, je vous le rappelle, est émaillée d'extraits d'interviews du président du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, Gilles Boeuf, et des interviews réalisées par Catherine Decopé. En tout cas, cette discipline SVT, elle vous concerne et elle nous concerne aujourd'hui. Mais je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver dans la tranche Culture Sciences depuis lundi jusqu'à demain d'ailleurs d'autres thèmes et d'autres disciplines. Tout ça dans nos émissions de 14h à 15h et à retrouver sur le site franceculture.fr. Alors voilà, Gilles Boeuf qui nous donne des petits conseils, mais avant de le retrouver, ce deuxième sujet qui va nous occuper, on a choisi de s'intéresser aux épreuves des première ES et première L. Le thème qu'on a choisi d'aborder dans leur cadre, c'est nourrir l'humanité. Mais tout d'abord, Valérie Oliveira, peut-être là spécifiquement, ce sont d'autres épreuves. Oui, ce n'est pas du tout la même organisation. L'épreuve dure 1h30 cette fois-ci, avec 3 parties. La partie 1 sur 8 points, donc à laquelle il faut accorder à peu près 35 minutes, qui peut porter soit sur représentation visuelle, soit sur nourrir l'humanité, qui sont les 2 thèmes communs au SVT et à la physique-chimie, aux sciences physiques-chimiques. Une deuxième partie, sur la première partie, c'est un commentaire rédigé, argumenté en général, qui s'appuie sur un ou plusieurs documents. Il peut y avoir un petit QCM, qui est souvent ce commentaire argumenté contextualisé, d'accord, comme pour les TS. Une deuxième partie sur 6 points, à laquelle il faut consacrer 20 minutes, qui sera soit sur le thème spécifique de la physique-chimie qui s'appelle défi énergétique, soit sur la partie tronc commun commune au SVT et physique-chimie qui n'a pas été traitée dans la partie 1. Et puis la troisième partie, 6 points à nouveau 20 minutes, qui porte soit sur la partie spécifique des SVT, ici c'est féminin-masculin, soit encore une fois, sur la partie commune qui n'a pas été traitée dans la première partie. D'accord. Voilà, donc c'est un peu plus complexe, oui, il faut se repérer. Partie 2 et 3, c'est la même chose, ce sont des questions ouvertes et ou des QCM. D'accord. Et là, on va s'intéresser donc à... Et juste, 3 thèmes sur 4 sont traités quand même sur ce sujet. Ça veut dire pas d'impasse. Ouais, nourrir l'humanité. Voilà. Non, c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est qu'on a bien repéré que ce thème-là, 3 fois sur 4, il a 3 chances sur 4 de tomber. Voilà. Donc, de toute manière, allons-y. Et tout de suite, on va chercher le regard sur ce thème, nourrir l'humanité, de Gilles Boeuf. On devrait pouvoir nourrir 9 milliards d'humains. Mais c'est dans un défi très particulier. Il faut le faire sans augmenter indéfiniment les surfaces agricoles, sans empoisonner les gens, sans détruire les écosystèmes, sans détruire la biodiversité, sans gaspiller de l'eau, en n'utilisant pas trop d'engrais et en éliminant à terme les pesticides et insecticides. C'est un vrai défi scientifique. Et la question la plus, à mon avis, prégnante, c'est qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui des impacts du changement climatique qui va fortement affecter les capacités agricoles. Alors je dirais aussi avec des amis du CIRAD, revenir surtout à la diversité. Garder surtout les diversités intraspécifiques. Je raconte toujours l'histoire du nanisme du blé en 2007 en Inde. Pardon, pas de blé, de riz, excusez-moi. Il a fallu tester plus de 6000 variétés de riz pour en trouver une qui résistait au virus. Et aujourd'hui, cette variété de riz, trouvée dans une vallée perdue de l'Inde, eh bien, elle fait 100 000 km² de culture de riz. Donc, conserver au sein de la pomme de terre, du riz, des céréales, la diversité spécifique. C'est vrai aussi pour la pomme. Et puis, bien sûr, aussi se préoccuper des pollinisateurs et de la biodiversité, parce qu'on oublie bien souvent que, à part justement ces céréales, pour tous nos fruits, nos légumes, il faut des pollinisateurs, et qu'on a calculé que s'ils disparaissaient, ça s'est produit dans certaines régions en Chine, il faudrait dépenser de l'ordre d'à peu près 180 milliards d'euros par an pour remplacer le travail des abeilles. Donc, attention au changement climatique aussi, et gardons une diversité au sein de l'agriculture.
Eh bien voilà, tous ces conseils et surtout bien rappeler que pas d'impasse sur nourrir l'humanité. Quand j'ouvre aussi là les différents chapitres traités sous cet intitulé, on lit pratiques alimentaires collectives et perspectives globales, qualité et traitement des sols, qualité des eaux, une agriculture pour nourrir les hommes, biologie des micro-organismes et conservation des aliments, effet de l'environnement sur les aliments, les diverses techniques de conservation et enfin se nourrir au quotidien, exemple des émulsions. Voilà, en tout cas pour donner un peu la dimension. Nous avons choisi un sujet très spécifique, c'est-à-dire vous avez beaucoup travaillé, toutes les trois, c'est vrai, et vous nous avez proposé des sujets uniques, spécifiques. Donc là, Manon Corbin, vous nous lisez cet intitulé pour le deuxième exercice. Vous êtes journaliste scientifique et vous devez expliquer lors d'une émission sur France Culture l'intérêt de la politique incitant à associer des légumineuses aux céréales à la place d'une consommation accrue en viande. Rédigez le texte correspondant à votre présentation, présentant les arguments en faveur de cette politique. Et bien sûr, vous pourrez développer cette argumentation en vous appuyant sur des documents et des textes. Et alors tout de suite, on va donner, il y a 2 textes et un tableau pour cette épreuve. Pauline Pépin, vous nous lisez peut-être le premier texte, un texte tiré de l'Observateur de l'OCDE, Nourrir la planète de demain. Donc le premier document s'intitule « Des protéines pour nourrir la planète de demain ». La pénurie alimentaire pourrait s'inscrire comme l'un des fléaux du XXIe siècle. L'élévation du niveau de vie dans certains pays devrait se traduire par une alimentation plus riche en protéines, ce qui ne manquera pas de se répercuter sur la demande de consommation en viande. En Chine, par exemple, la consommation de viande est déjà passée de 20 à 38 kg par habitant entre 1986 et 1988 et entre 1993 et 1995. Et lorsque la consommation de viande augmente, celle de céréales augmente aussi, mais dans des proportions bien plus importantes. En moyenne, la production de 1 kg de volaille, de porc ou de bœuf nécessite respectivement 2, 4 et 7 kg de céréales. Voilà, deuxième document, un document de la FAO, la nutrition dans les pays en développement. Qui veut le lire ? Allez, Manon Corbin. D'un point de vue nutritionnel, les légumineuses complètent généralement très bien une alimentation à base de céréales riches en glucides. Il y a souvent plus de protéines dans les légumineuses que dans la viande, mais elles sont souvent d'une qualité légèrement inférieure. À moins d'avoir une très bonne raison pour introduire une nouvelle culture, il est plus sensé d'encourager l'augmentation de la production et de la consommation des légumineuses qui sont déjà cultivées et populaires dans une région. Les populations locales sont habituées à leur goût et les conditions agricoles sont généralement adaptées. Et enfin, un tableau, Valérie Oliveira, est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu la mesure ? On ne va pas donner tous les résultats, les chiffres, mais pour savoir quel type de tableau on propose dans ce cas-là. Alors c'est un tableau qui présente la quantité d'acides aminés essentiels présents dans des aliments. D'une part, une céréale seule, le blé, d'autre part, pois chiche seul, c'est une légumineuse. Et puis, dans le cadre de ce sujet, l'association blé-légumineuse, enfin céréales légumineuses. Et on compare ça à une protéine idéale pour l'homme. Donc on regarde quels sont les apports en acides aminés essentiels pour chacune. Alors avec un tel sujet, le sujet, bon, on le lit, on le relit, bien évidemment, les mêmes consignes, mais qu'est-ce qui se dégage finalement ? Qu'est-ce qu'on veut faire dire à ces élèves ? Qu'est-ce qu'on veut démontrer ? Alors, on veut montrer que la consommation accrue de viande qui se profile dans les populations, qui se passe dans les populations qui sont plutôt des pays développés, est énormément gourmande en eau, en énergie, et que en associant une légumineuse avec une céréale, on pourrait tout à fait arriver au même résultat en consommant beaucoup moins d'eau, beaucoup moins d'énergie. Avoir un apport quasi similaire de protéines. En quantité, en qualité. Voilà, et en étant moins gourmand, comme on disait, en énergie, en eau, etc. Donc c'est vrai que par rapport à cette optique de nourrir 9 milliards d'individus. Donc notion et mots-clés peut-être d'emblée. Là aussi, c'est le même principe. Il faut mettre ça vraiment sur le papier. Pauline Pépin. Ici, on a, comme tous les premiers sujets de DES, il faut à la fois utiliser des documents et amener les connaissances. Les documents ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Donc là, sur leur brouillon, sur la préparation de ce sujet, il faut bien évidemment repérer les éléments importants dans les documents, ce qui va permettre d'argumenter finalement ici la présentation d'un journaliste. Et il faut également apporter les connaissances qui ont été vues pendant l'année, que ce soit en physique-chimie ou en SVT, puisque la première épreuve est une épreuve bimatière. Donc on attend ici qu'ils repèrent, par exemple dans le premier document,
qu'on repère que la problématique se pose par rapport aux pays en voie de développement, comme la Chine par exemple, où l'augmentation du niveau de vie des populations fait qu'on a envie de manger plus de viande, que c'est quelque chose de culturel lié à la richesse des individus. Et effectivement, la Chine, ça pose un problème parce qu'ils sont quand même très nombreux. Et si eux augmentent leur consommation de viande, forcément, ça demande une production qui est très importante. Donc ça, c'est la première partie du document 1. Et la deuxième information à repérer dans ce document, c'est que pour produire 1 kilo de viande, il faut tant de kilos de céréales. Alors que pour produire 1 kilo de riz, il faut 1 kilo de riz. Donc c'est vrai que ça demande la connaissance qu'on attend, c'est la perte énergétique pyramidale avec à la base donc les légumineux, les végétaux qui sont mangés par les animaux. Donc on doit produire par exemple 8000 kilos de luzerne, qui est une céréale, une plante fourragère plutôt, pour produire 800 kilos de bœuf, qui va permettre de produire uniquement 50 kilos d'humains. Oui. Donc on voit qu'à chaque étage, on va avoir une grande déperdition d'énergie finalement, et que ça demande à chaque étage plus d'eau, plus d'engrais, etc., etc. Oui, donc des surcoûts même, on peut dire carrément. En tout cas, des coûts trop importants et qui pourraient être réduits et plus largement de moitié en opérant autrement. Et Gilles Boeuf le soulignait dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est que les surfaces agricoles, elles ne sont pas extensibles indéfiniment. Donc, à un moment donné, il va bien falloir trouver des solutions pour alimenter tout le monde avec la même surface, tout en protégeant notre environnement. Ça va être du développement durable. Mais oui, parce que dans cette question d'environnement, il y a aussi la question justement de l'impact on le sait, ou des vaches en tout cas, sur le réchauffement climatique. Donc tout est lié là encore. Et donc ces questions-là, par rapport à la préservation de notre environnement et du monde de demain, doivent être prises en compte dans la rédaction. Alors, il va falloir... Ça peut être un plus. Oui. Il va falloir que les élèves déjà identifient dans le sujet la forme, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on leur demande quand même d'écrire un article. On leur dit, vous êtes journaliste, scientifique, écrivez un article. Pour les tests, d'ailleurs, c'était pareil, au passage. Oui. Quand il y a une forme qui est imposée, ils doivent la respecter. Alors, au minimum, en introduction, en conclusion, si c'est une dissertation, là, ils vont essayer dans leur démarche, dans leur argumentation, de se mettre dans la peau de ce scientifique et de faire leur analyse de documents sous cette forme. Et en s'appuyant sur les documents, mais l'erreur à ne pas commettre, c'est de reprendre tel quel des grands passages des documents et puis les injecter, parce que là, ça ne servira à rien. Alors, il ne faut pas paraphraser les documents, mais à l'inverse, il ne faut pas que... les documents, ils ne sont pas là pour décorer le sujet, donc il faut les utiliser. Donc, ils doivent démontrer ce qu'ils disent à partir de ces documents-là. Donc, vraiment, il faut argumenter encore une fois. Manon Corbin. On peut quand même prendre des petits éléments des textes, mais simplement en le citant. Un journaliste peut très bien prendre une phrase d'un article. Simplement, il ne fait pas semblant de l'avoir pondu lui-même. Voilà. Donc, c'est, je pense, la même rigueur et la même démarche à adopter. Voilà. Sur le contenu, alors sur justement la réponse à apporter par rapport à cette exigence, donc sur le fond, Manon Corbin, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Mais en fait, c'est pas sur le fond, il n'y a pas énormément de choses, et je crois que les premières ES et L doivent se rassurer de ce côté-là. En gros, on peut les interroger sur beaucoup de choses, mais c'est pareil, tous les professeurs dans toute la France auront traité des sujets différents et des exemples différents, et au bac, on va encore leur sortir un exemple différent. Donc nous, on attend d'eux d'être capables très rapidement de s'approprier plusieurs documents, plusieurs textes, d'aller très vite à la pêche aux mots-clés, justement. Donc eux aussi peuvent se munir de leur surligneur fluo, aller chercher les mots-clés, aller chercher les infos importantes. Quand on parlait avant du tableau de chiffres, parfois, les ES et encore plus les L peuvent avoir peur des chiffres. Il ne faut pas qu'ils soient effrayés par les chiffres. On n'attend pas du tout une analyse exhaustive et pointilleuse, d'aller chercher la moindre petite différence. Au contraire, d'aller voir des grandes lignes. D'accord. À la limite, j'observe j'en déduis en utilisant un ou deux chiffres qu'on extrait du tableau. Oui, c'est exactement la démarche qu'ils doivent avoir. Une démarche scientifique. Dans le fond, sur ce tableau, justement, il faut qu'il soit capable de démontrer, de trouver l'argument, de dire que finalement, quand on prend une combinaison, une céréale plus une légumineuse, on arrive à un apport en acides aminés essentiels qui est équivalent à une protéine idéale.
Et c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'opposition à utiliser ce type d'alimentation par rapport à la viande qui n'est pas carencée, par exemple. Manon Corbin, rapidement. Oui, parce il faut que peut-être rappeler ce que c'est un acide aminé essentiel. Là, les élèves devraient le savoir. C'est les acides aminés que notre organisme n'est pas capable de produire. Et c'est un argument contre les gens qui ne consomment pas de viande, c'est qu'il leur manque des acides aminés essentiels. Or, en associant la céréale et la légumineuse, ça marche. Alors, dans les 30 dernières secondes qu'il nous reste, toutes les trois, peut-être un dernier conseil à donner pour le jour J, si vous en avez. On en a déjà donné beaucoup. Oui, Pauline Pépin. Avoir son matériel, ça me paraît essentiel. Effectivement, on a évoqué les schémas. Faire quelque chose qui soit propre, ne pas faire de blabla, éviter les paragraphes complets à rien raconter qui font perdre du temps et énervent le correcteur, je pense. Et voilà, rédiger sujet, verbe, complément, faire des phrases simples, concises, avec des idées vraiment claires et ne pas chercher à faire. Et voilà. Ne pas remplir. Ne pas chercher à remplir, effectivement. Allez, puis on va aller chercher le dernier conseil, justement, de Gilles Boeuf. Je crois qu'il faut essayer d'avoir un esprit cohérent et logique, essayer de relier les choses entre elles, puis se dire finalement que ces sciences de la vie et de la Terre, c'est tout ce qui nous entoure. Et d'ailleurs, c'est mon grand regret, c'est qu'on n'en met pas suffisamment en avant. J'estime que c'est la science la plus belle, c'est la science de toutes les relations entre les êtres vivants et leur environnement. Eh bien voilà, merci en tout cas à toutes les trois et merci à Gilles Boeuf et à Catherine Decopé, donc Manon Corbin, Valérie Oliveira, Pauline Pépin, tous vos livres, les références sont à retrouver sur le site franceculture.fr à la rubrique La Marche des Sciences. Je vous rappelle que l'émission, vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours ou mieux la télécharger pendant 1 an. Et c'est la fin de la Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis pour cette spéciale Bac Sciences. Merci aussi à toute l'équipe, Catherine Donnet, Catherine Decopé, Céline Duchesnay, Anaïs Morales, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique Emmanuel Morse-Duncan. Je vous rappelle que demain, autre et dernière émission Bac Sciences avec Michel Alberganti à 14h et Sciences Publiques. Et puis nous, bien la semaine prochaine, on va vous faire rencontrer un savant anglais atypique, Errol Fuller, qui a voué sa vie aux oiseaux et aux animaux disparus à jamais.